Voilà. Bon, eh bien, bonsoir de nouveau, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui viennent pour la première fois et bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour, je pense, notre au moins 17e Facebook Live avec le Forum de l'enfance libre qui est basé à Mulhouse. Et ce soir, nous recevons 3 personnes du collectif L'âme, libres apprenants du monde. Je vais d'abord vous présenter très rapidement. Et puis ensuite, nous passerons à des questions qui permettront de découvrir mieux d'où vous venez, votre parcours, ce que vous faites, quelles sont vos idées, quels sont aussi vos points de militance, si on peut dire. Donc, je voudrais dire à tout le monde que vous pouvez poser des questions en direct et je ferai de mon mieux pour faire passer les questions à l'antenne pendant l'heure ou l'heure et demie que nous passerons ensemble. Hein. Je dois dire que même si les événements sont affichés pour 1 heure en général, c'est passionnant et donc on continue un peu. Donc soyez prêts à rester avec nous un peu plus de temps peut-être. Hein. Voilà. Donc nous avons ici Marie, Marina et Brigitte. Voilà, et je vais bonjour, voilà, et je vais commencer. Voilà, j'ai dit que je présentais dans l'ordre alphabétique des prénoms, donc on va commencer par Brigitte qui dit dans la bio qu'on lui a demandé, qui nous dit: je suis une femme ordinaire, de celles qui sont communément appelées femmes au foyer. Tu es mère de 4 enfants, âgée de 33 à 18 ans, et avec ton compagnon, vous avez expérimenté en fonction des souhaits de chacun le système scolaire, un peu d'instruction en famille formelle et beaucoup de ce qu'on appelle le unschooling. Tu as beaucoup de sources d'inspiration. Tu as commencé à militer, remettre en cause l'agisme et particulièrement l'adultisme, donc des sujets dont on aura l'occasion de reparler au cours de cette rencontre. Ouais. Voilà, donc Brigitte qui est en haut à gauche de vos écrans. Voilà. Ensuite, nous avons aussi avec nous Marie Rameau, donc en bas à gauche, Marie, voilà, qui est mère de 2 enfants de bientôt 10 et bientôt 5 ans, et qui ne sont jamais allés à l'école. Hein. Et leur père et toi, vous étiez dans des questionnements et des réflexions autour des constructions des dominations bien avant leur naissance. Et choix d'accompagnement de vos filles sont allés naturellement vers ce projet de vie. Et puis ensuite d'autres choses aussi dont on parlera aussi au cours de cette rencontre. Et la troisième personne que nous avons avec nous est Marina Soulagnier, qui est mère de 2 enfants, qui ont 6 et bientôt 10 ans, qui ne sont eux non plus, ou eux aussi, plutôt jamais allés à l'école, et que tu tentes d'accompagner au quotidien, sans violence, dans un rapport d'égalité avec leur père. Donc, toutes les 3 dans des choix de vie, disons plutôt hors école, dans la grande majorité de ce que vous avez fait. Et je voudrais peut-être juste citer un extrait d'un article que Marina, toi, tu as publié dans Reporter avec Sandra Glaise, un tout petit article, je pense, juste pour nous donner un point de démarrage. Et dedans, tu dis notre choix de vivre hors les murs de l'école est la plus grande des subversions. Nous remettons en question le système scolaire et nos enfants sont libres et heureux. Donc, le système scolaire n'est pas indispensable et cette simple vérité dérange. Alors, première question, c'est, selon vous, en quoi votre manière de vivre peut-elle déranger? Après tout, vous ne faites rien de mal. Qui peut répondre? Ça dérange déjà, ça interpelle, parce que c'est complètement hors norme. Donc, c'est déjà assez questionnant pour beaucoup de gens. Puis après, en quoi ça dérange? Parce que ça... Oui, parce que ça remet en cause un espèce de discours, un espèce de mythe scolaire qui c'est parfois mal vécu, sa remise en cause quand même. Et ça dérange aussi. Alors, j'avais vu il y a quelques années une étude américaine. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les enfants
qui ne sont pas scolarisés, sur ce qu'ils deviennent plus tard, etc. Et il était très évident, ce que cette étude montrait, c'est que plus tard, les enfants qui n'ont pas été scolarisés, ça devient des personnes qui contestent beaucoup plus le système, sont beaucoup plus engagés dans des associations, participent plus que la moyenne aux manifestations. Enfin, ça fait plein de choses comme ça. Et c'est des façons de s'investir peut-être dans la vie publique qui sont assez questionnantes, je pense. Parce que c'est en ça que ça interroge beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je pense que ça remet en cause une institution dont on ne veut pas qu'elle soit remise en cause. Et puis, au niveau de nos gouvernants, ça dérange leur plan pour nous. Et ils ont pas très envie d'avoir des gens issus d'une autre pensée que celle qu'ils nous proposent. Et puis les gens autour de nous, bah, je pense qu'il y a deux dimensions. D'abord, ah bon, c'est possible, mais qu'est-ce que vous faites quand même? L'école, c'est important et tout ça. Donc, il y a une partie aussi qui pense que peut-être on est un peu inconscient, qu'on ne sait pas où on va. Surtout que, enfin, nous trois, en tout cas, on est plutôt dans une mouvance hors école et sans programme scolaire. Et puis, j'imagine, supposition, que aussi il y a des gens qui sont heurtés parce que ça les renvoie peut-être, ils nous voient vivre et peut-être que des fois, bah, ils se sentent eux coincés, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas accéder, que ça leur ferait remettre en cause trop de choses, qu'ils ont déjà mis en place tout un système qui fait qu'ils ne peuvent pas supprimer l'école, ou au moins ils pensent qu'ils ne peuvent pas, et que bah, des fois, c'est un peu douloureux quand des choses on est confronté à des choses qu'on aimerait faire et qu'on n'ose pas faire ou qu'on ne s'autorise pas à faire. Voilà. Mais vous l'avez fait. Hein, vous l'avez fait. Et du coup, donc, vous avez créé cette plateforme qui s'appelle Libres Apprenants du Monde, qui est un blog qui a ouvert ses portes en juillet 2018. Donc, il y a 2 ans et demi déjà que vous avez commencé. Alors, ça peut paraître long, ça peut paraître très court. Et par rapport à ce que vous disiez l'une et l'autre, quel est le vide que vous vouliez combler? J'ai pas l'impression qu'on voulait combler un vide, en fait. Marie, peut-être? Oui. Non, pour le coup, c'est plutôt Marina qui peut répondre à cette question. Moi, j'avais pas un vide, j'avais envie qu'une plateforme de ce genre existe, mais pour moi, ça comble pas un vide. D'accord. Donc une envie. Et donc Marina? Ouais, moi j'aurais dit comme Marie en fait. J'ai pas l'impression qu'on ait eu besoin de combler un vide ou qu'on l'ait perçu comme ça. On avait peut-être, je sais pas, à force de se rencontrer, de discuter, on a beaucoup partagé. On avait peut-être envie de diffuser des choses. Et puis grâce à Sandra aussi, qui est pas là, mais qui est grande archiviste, qui avait tout un fond documentaire et qui a eu aussi cet élan de se dire, on monte un truc pour partager plein d'informations. Et c'était plus une envie de partager et de diffuser de l'information que combler un vide, en fait. D'accord. D'accord. Donc, c'était des choses que vous aviez, mais que vous aviez envie de rassembler. Oui, de rassembler en un seul endroit. En fait, voilà. Je crois que Marie a un petit décalage, donc chaque fois qu'on voit que tu veux parler, Marie, on va te laisser, on va prendre un petit moment. Hein. Ouais, je suis hyper désolée, mais je me souviens qu'on a on a eu l'envie de créer cette plateforme après une fronde étatique contre l'instruction en famille et qu'on avait envie aussi d'expliquer les choix qu'on faisait et en quoi ils étaient précieux pour une société humaine, quoi. Oui, vous parlez d'un lieu à vous. Oui. Ouais. Donc, ça fait très lieu. Alors, ce lieu, comment vous l'avez
bâti, comment vous l'avez meublé, qui y avez-vous invité, puisqu'on parle d'un lieu? Moi, je l'habite très épisodiquement. Et, par contre, elle représente aussi pour moi, parce qu'évidemment, il y a le blog et puis il y a un espace de discussion. Et si ça devait combler quelque chose, c'est quand même un des espaces, et il n'y en a pas tant, où je peux être moi, exprimer mes idées, sans être obligée de composer avec est-ce que je ne vais pas trop choquer l'autre, est-ce que je ne suis pas too much par rapport à la norme, et puis des fois venir exprimer sa colère, son chagrin, parce que justement, comme, enfin, en tout cas, je parle pour moi, comme je suis quand même concernée par, je suis touchée par la condition des mineurs, et je trouve qu'on ne manque pas d'occasion dans la vie de tous les jours d'être chagriné par la manière dont ils sont traités. Et puis aussi, c'est un espace où on peut se retrouver, parce que, comme d'ailleurs dans le unschooling, souvent on est éclaté géographiquement. Et du coup, c'est des espaces où on peut se retrouver malgré la distance. Tout à fait. Pour moi, en tout cas. J'entends que tu parles de mineurs, alors que souvent on parle d'adultes et d'enfants. Ouais. Donc, j'ai vu que c'était vraiment un choix. Est-ce que peut-être que l'une de vous veut commenter à ce propos? Il, elle, mineur, majeur, adulte, enfant? Moi, j'ai des trop gros problèmes de son là pour intervenir. D'accord, Marie. Oui, mais tu es là, tu es avec nous et je pense que c'est important. Oui. Est-ce que toi, tu entends bien? Ouais, à peu près, mais bon, c'est pas important. Un peu décalé. D'accord. Ok. Ok. Donc, la question enfin, voilà, vous avez dit que vous avez été inspiré par les travaux sur l'agisme et l'adultisme. Est-ce que vous voudriez en parler un peu, et aussi comment cela influence l'écriture dans votre lieu, dans les livres apprenants du monde? Alors, je sais pas, moi je dirais que peut-être, alors c'est très personnel, mais je sais pas si c'est pareil pour, pour Brigitte et Marie, mais les lectures, moi j'ai l'impression que ça m'a donné une paire de lunettes en fait, et que maintenant, le monde autour de moi, je le vois avec ces lunettes-là, et voir comment les enfants peuvent vivre dans ce monde-là. Une fois qu'on a chaussé ces lunettes, on se rend compte qu'en fait, ils ont une condition assez peu enviable. Et enfin, la question, est-ce que c'est mineur, majeur, enfant, adulte? J'ai l'impression que quand on choisit de parler plutôt de mineur et de majeur, c'est pour vraiment accentuer la question de quels sont les droits dont chacun peut jouir, en fait. Vraiment. Un enfant et un adulte, c'est une construction qui rend les inégalités naturelles. Les petits, ils sont petits, donc ils ont moins de droits, c'est naturel. Quand on parle d'enfant, c'est ça quelque part que ça veut dire. Alors que quand on parle de majeur et de mineur, on renvoie à un statut juridique qui est inégal, mais basé sur quoi finalement? Mis à part la domination du plus fort et de celui qui a écrit les textes de loi, on ne sait pas vraiment. Donc vous remettez la domination en question. Tu voulais rajouter quelque chose, Brigitte? Non, je suis d'accord. En fait, moi, je dis souvent mineur, majeur plutôt qu'enfant adulte. D'abord, je trouve que la définition, les définitions sont très fluctuantes. Enfant, en plus, on n'arrête pas de rajouter des trucs. Adolescent, préadolescent, post-adolescent, adolescent, je crois, il y a maintenant. Bah bon. Et alors que mineur, majeur, ça se réfère quand même à une limite plus tangible, plus fixe, hein, c'est avant 18 ans, bon, ça pourrait être un autre âge, mais bon, là, ça a été choisi, avant 18 ans, après 18 ans, et comme le disait Marina, relié au niveau du droit à des textes, appliqués ou non, mais voilà, je sais pas comment dire, c'est plus tangible que les notions de enfance, qui sont, il me semble, plus construites, ouais, et plus subjectives aussi.
Oui, oui, oui. Oui, et puis là, vous renvoyez à la personne, en fait. Et d'ailleurs, je voudrais aussi citer sur votre site aussi, il y a toute une section de dessin. Et il y a certains dessins que vous êtes allés chercher aussi dans des magazines étrangers, enfin, ils sont écrits en anglais, qui sont assez rigolos par rapport à ça. Hein. Il y en a un en particulier où ils disent, on vous demande d'être complètement soumis avant 18 ans, et puis à 18 ans, il faut être créatif et puis fluide, etc., etc. Voilà. Ah, Mais bon, c'est plutôt c'est juste pour encourager tout le monde à aller voir ce que vous écrivez sur Libres Apprenants du Monde. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des sources, de ce qui vous a inspiré? qui Allez, Marina. Alors, non, vraiment, le départ, c'est comme disait Marie tout à l'heure, on a eu envie de partager tout ce qui existait déjà. Au départ, c'était ça. Et le déclic, ça a été cette énième loi qui était en fait une attaque contre la liberté d'instruire en famille. Bon, je pense on a été un peu plusieurs à se dire que pour l'instruction en famille, vivons heureux, vivons cachés, ça marchait plus en fait. On est tellement sous le feu des nouvelles réglementations. Chaque année, il y a une nouvelle loi ou un nouveau règlement qui tombe sur l'instruction en famille pour réduire les libertés petit bout par petit bout, c'est grignoté comme ça, qu'au bout d'un moment, il faut aussi informer sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce en quoi on croit, pour que les gens n'aient plus peur, ne se laissent plus berner par des préjugés ou des communications qui sont archi fausses sur ce qu'est notre réalité de parents et de familles qui vivent sans école. Donc, je crois qu'au départ, vraiment, c'était ça l'envie, quoi. C'était de donner des informations très larges et de partager les choses qu'on avait. Et après, en plus de ça, je sais pas, au fil de l'actualité ou de nos humeurs diverses et variées, on s'est dit que peut-être nous aussi, on pourrait dire des choses qu'on avait nous envie de dire et peut-être élargir un petit peu notre éventail de diffusion, quoi, en le diffusant ailleurs. Voilà, écrire des sources, oui. Donc, dans vos choix de vie, hein, donc vous êtes deux où vos enfants ne vont pas à l'école, et puis toi, Brigitte, tu as un peu cherché et tout. Je voudrais qu'on parle peut-être. Moi, j'ai 3 enfants sur 4 qui sont pas allés à l'école. Enfin, il y en a qui sont allés un petit peu, puis ils ont demandé à plus y aller. Hein, donc c'est vraiment en plus un choix. On entend souvent, vous avez choisi. Non, on a choisi ensemble. Et ma fille aînée, par contre, j'ai 3 petits-enfants qui vont pas à l'école actuellement. Donc, je suis encore dans le truc, à fond dans le truc, quoi. Et puis, touchée et impliquée, on va dire. Oui. Justement, peut-être qu'on peut parler des alternatives à l'école, des écoles alternatives. Juste, j'allais poser une question à Marie qui est en train de se réorganiser. Ouais, j'essaie d'entendre, c'est un peu compliqué. Mais écoute, on me dit qu'on t'entend très bien en fait. Bon, ben, cool, donc, c'est moi qui vous entends pas très bien. Ah, voilà. Alors, tu nous fais un signe si tu entends ma question. Enfin, dans la bio que tu nous as fait parvenir, on a vu que tu t'es formé à la pédagogie Montessori, que tu as ensuite décidé de ne pas appliquer. Enfin, ou de ne peut-être pas utiliser, je ne sais pas. Tu vas nous en parler justement. Je me demandais en lisant ça, est-ce que c'était un passage pour toi? C'était quelque chose par lequel il fallait que tu passes pour arriver ensuite à autre chose? Oui, complètement. En fait, moi, j'avais vraiment dans l'idée qu'il y avait un problème dans l'approche des apprentissages et des attentes que je pouvais, quels étaient le problème de mes attentes avec mes enfants, tout ça. Et donc, je voulais pas d'école, mais du coup, j'ai dû passer par cette formation. J'ai rencontré des formateurs super qui m'ont amené à PAC pédagogique. Voilà. Et ça s'est fait par étapes, mais ça a été une étape nécessaire pour déconstruire quelque chose. Déconstruire ne serait-ce que l'idée que j'étais
un maître et le sachant qui allait apporter une grande vérité à un jeune comme ça. Ça m'a aidé à déconstruire ça. Donc c'était une étape par laquelle voilà, ça t'a aidé à déconstruire, de passer par là et de passer par disons, cet apprentissage ou cette rencontre avec la pédagogie Montessori. Oui, c'est une étape. Et j'ai l'impression qu'on est assez nombreux à passer par cette étape-là. Et après, en plus, ça m'a amené à des lectures comme John Holt, comme Pierre Lepris, comme plein d'autres choses où j'ai assez naturellement cheminé vers des apprentissages autonomes par la suite. Oui. Alors, donc là, on avait une question. J'ai grandi avec l'idée que l'école, c'est obligatoire. Donc, du coup, forcément, il y a des étapes pour nettoyer un peu le cerveau, quoi. Petit à petit, on arrive. Malgré tout, vous dites qu'au cours de l'école, il y a eu des écoles qui étaient inspirantes, des écoles médiévales, des écoles libertaires. Est-ce que vous pourriez préciser ce qui vous paraissait pertinent dans ces écoles ou en quoi elles ont pu être inspirantes selon vous? Donc, c'est une question qui vient de Manu, donc elle l'a sans doute lu sur votre site, donc ça a été écrit par l'une de vous. Ouais, moi, dans un des articles, j'avais parlé de l'école médiévale et ce que j'avais lu un livre là-dessus, je trouvais ça super intéressant. Alors, bon, c'est l'époque, l'école médiévale était pas ouverte aux femmes, hein, par exemple, donc tout n'est pas bon à prendre là-dedans non plus. Mais ce qui m'avait plu, c'était l'idée que ce soit un lieu avec une personne qui a envie de transmettre des choses, avec aucune obligation d'assiduité. Tout le monde, toutes les classes d'âge mélangées, etc. On vient quand on a envie, on n'est pas obligé enfin, il n'y a pas un programme, il n'y a pas d'assiduité, etc. Donc, ça avait quand même ce côté assez libre. Mais par contre, Marie nous a parlé il n'y a pas très longtemps, je sais pas si tu te sens d'en parler, Marie, mais de l'école mutuelle qui avait l'air vraiment un truc super chouette. Donc, je sais pas si tu peux en dire quelques mots. Il y a plein de défauts comme dans tous les essais, quoi. Mais ouais, je viens de découvrir les écoles mutuelles. Et il y a eu au début du siècle dernier jusqu'à 2000 écoles mutuelles en France. Et c'était basé sur l'idée qu'il n'y a pas un maître, et en particulier un adulte sachant, mais que chacun, quand il avait acquis une compétence, l'appliquer aux autres. Et voilà, pour moi, ça me paraît une idée de la transmission du savoir extrêmement intéressante. Voilà. Et c'est surtout une partie de l'histoire de l'école qu'on a complètement occultée parce que j'en avais jamais entendu parler jusque-là. Et donc, ça se passait au début du siècle. Oui. Ouais. Du siècle dernier. Du siècle dernier, ouais, du 20e. Ouais, on parle de 19e. Ça marchait trop bien. Hein. Encore un peu avant, parce que c'est quand même intéressant quand ça marche. Quand ça marche, on le supprime. C'est quand même drôle. Une des choses qui a été avancée, c'est que c'était trop rapide comme système. Donc, du coup, ça ne garde pas une population assez longtemps dans des murs. Un des arguments soulevés, en tout cas, pour l'arrêt de cette expérience. Ouais. On a un commentaire. Ça, et le fait qu'il n'y avait pas. Ah, pardon. Ah, je ne vous entends plus du tout. C'est à cause du décalage, excusez-moi. Ouais. D'accord. On a un commentaire ici de Jean-Guillaume qui nous dit les écoles mutuelles avaient un fonctionnement très militaire, punition, oui, récompense. C'est vrai aussi. Hein. Non, mais c'était pas un système parfait, c'est juste qu'il y a toute une histoire de l'expérience au niveau des apprentissages et de leur fonctionnement qui est complètement occulté. Il y a eu plein d'essais
de choses et on en entend très peu parler. On a l'idée d'un type d'école, d'un type d'enseignement qui est juste et valable, et c'est le seul qu'on nous présente comme juste et valable, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant, et c'est aussi ça qui est au cœur de ce que nous on a envie de traiter, c'est que aujourd'hui l'école, elle s'arroge un espèce de monopole sur l'instruction des enfants, alors qu'en fait, enfin, c'est pas très riche d'élever des générations d'enfants tous dans le même moule. Ça serait bien de permettre plein d'expériences diverses. Alors, il y a des écoles alternatives, il y en a quelques-unes, mais elles aussi, elles commencent à avoir sacrément des bâtons dans les roues, d'ailleurs. Et justement, essayer de faire des essais différents de plein de choses, voir ce qui marche, corriger ce qui marche pas. C'est quand même beaucoup plus riche, quoi, d'avoir une société qui permet à des gens d'être divers et d'être eux-mêmes. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez de ce fonctionnement, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par rapport à ce que vous avez créé, votre collectif et l'âme Libres Apprenants du Monde, là que vous voyez défiler en bas de l'écran, est-ce que vous fonctionnez comme ça en regardant ce que vous avez fait, et puis c'est magnifique, il y a des jolis dessins et tout. Je me disais, bon, elles ont certainement pas fait un business plan comme ça, et puis elles sont allées visiter toutes les banques pour avoir des fonds, quoi. Donc vous avez peut-être un fonctionnement inspiré de ce que vous venez de dire, de ces, on essaie, on voit ce qui marche, non? Comment ça se passe? Comment se passe la population de votre espace, de votre lieu? Alors, Brigitte, je vais donner la parole peut-être, et puis voilà. Attention, oui, voilà, parce que je suis obligée parfois d'arrêter les micros de certains, oui, pour qu'on entende mieux. Donc, Brigitte, peut-être tu veux commencer à répondre à cela. Bah, de ce que je vois du fonctionnement au niveau de la communication entre les membres avant les publications éventuelles, bah, j'ai l'impression qu'on fonctionne comme une schooling, quoi, comme chacun propose ses idées, chacun donne son avis. Il y a quand même beaucoup d'ouverture, beaucoup de tolérance, beaucoup de valorisation, parce qu'enfin, on est quand même, je trouve, me semble, tous touchés justement par le système éducatif qu'on a reçu, où on croit toujours qu'on n'a pas bien fait, que alors en fait, on est toutes pareilles, en gros. Hein, on trouve toujours que ce qu'on a fait, c'est pas bien. On le compare avec ce qu'a fait l'autre, qui est toujours mieux. Et alors du coup, on se réconforte les uns les autres. Mais non, c'est pas nul et tout. Mais j'ai l'impression que la communication, elle est très très sans code, justement, sans il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Chacun est soi-même dans la communication. Il y a beaucoup de liberté d'écrire, de pas écrire. Bon, il y en a qui sont moins prolifiques que d'autres. Hein. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a un fonctionnement, le même fonctionnement qu'on applique dans nos vies, ou qu'on s'efforce d'appliquer dans nos vies, avec pas de hiérarchie entre le vieux, le jeune, celui qui a expérimenté 30 ans de unschooling, celui qui n'a pas encore commencé. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne, quand même, de respect des uns des autres. Marina, tu veux ajouter quelque chose? J'ai à peu près la même impression que Brigitte. Ouais, j'ai l'impression, on fonctionne de manière très informelle. Qui veut faire quelque chose fait, qui a le temps et l'énergie le fait. Et puis si on l'a pas, on l'aura à un autre moment. Et on n'a pas réparti les tâches, fait des projets sur plusieurs années, tout ça. C'est vraiment l'élan de chacun à faire. Et puis, comme disait Brigitte, il y a beaucoup de soutien quand même. Et ça, c'est chouette. Vous êtes 3 représentatives ici, donc vous êtes à peu près combien qui contribuent à cet espace? Je sais pas exactement combien on est de personnes inscrites, mais après, à plutôt répondre activement sur... Alors, en fait, on a notre blog. Et on a à côté une petite plateforme de discussion et de travail entre nous où là,
c'est vraiment le lieu où on se retrouve pas mal pour discuter, échanger. Là, je dirais qu'on est quoi? On est 5-6 à être vraiment actifs, je pense. Et je sais pas combien on est à être inscrits. On est pas Je pense mal, qu'il y a mais une vingtaine pas d'inscrits, mais de vrais Ouais. actifs, c'est 5-6. Ouais, je dirais ça. Peut-être, ouais. Ok, ça c'est pour l'équipe de rédaction. Et est-ce que vous connaissez votre audience? Est-ce que vous savez qui c'est qui vous lit, vous écoute? Est-ce que vous avez déjà une idée un peu de l'amplitude et du type de personnes qui viennent lire, chercher des articles, qui s'intéressent à ce que vous faites? Alors moi, j'en ai absolument aucune idée. C'est vraiment complètement désintéressé comme activité. Non, mais je sais pas du tout. Sandra! Oui, Sandra doit savoir parce qu'elle a les clés des statistiques et tout ça, mais je sais D'accord. pas du tout. Ben, vous pourrez me dire ça plus tard. Hein. Est-ce que vous vous considérez comme anarchiste dans ce que vous faites? Oui. Alors, Marie. Non, mais disons que je me rends compte de plus en plus que ça s'inscrit dans cette histoire-là, dans une histoire de l'anarchisme. Après, oui, si je dois me mettre une grosse étiquette, c'est celle-là que je choisirais, j'imagine. Parce que pour moi, elle est celle qui conscientise et celle qui travaille le plus justement à détruire tous les systèmes de domination, et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà. Mais après, j'aime bien l'idée qu'à force de conscientiser, tout ça, ça devienne très organique et on n'a pas besoin d'étiquette quelconque. Mais dans le mouvement anarchiste, il y a rarement eu des remises en question de l'école. Il y avait beaucoup de remises en question des systèmes, mais l'école, et peut-être que ça remonte à l'époque où très peu de personnes avaient accès à l'école, mais l'école n'a pas été vraiment remise en question. Alors après, en Catalogne, il y a quand même eu, par exemple, alors ça ne remettait pas en cause l'école, mais son fonctionnement quand même très fort. Et d'ailleurs, je trouvais les expériences qui ont été faites en Catalogne vachement intéressantes parce que, au-delà du fait que c'était des écoles anarchistes, il y avait une très grande préoccupation de se regarder faire pour surtout pas apprendre les valeurs de l'anarchisme, mais toujours se regarder faire pour laisser les personnes autonomes, quoi. Et voilà, ça n'a pas duré très longtemps, mais là, il y a eu des essais, en tout cas, de quelque chose. D'accord. Mais c'est vrai que souvent, je suis étonnée de voir que c'est une institution et un fonctionnement qui n'est pas tellement remis en cause. Tu as une raison. Là, je vois Brigitte qui opine. En fait, moi, je viens de... Oui, pardon. Ah, pardon. Voilà. Vas-y. Attendez. Excusez-moi, comme je dois faire un peu tout, voilà, il y a parfois des petits ratés. Brigitte, pourrais-tu recommencer ta phrase parce que je t'avais muté involontairement. Là, c'est bon. Veux-tu y aller, Brigitte? Brigitte, on ne t'entend plus. Ah merde. Ah, ça y est. Ah. Ça y est, c'est mieux là. Ouais. Les gros mots, quoi. Et oui, voilà. C'est bon? Ok. Donc, moi, je suis choquée que tout le monde veut que le monde change. Tout le monde compte sur la nouvelle génération pour le changer. Enfin, tout le monde, non. Je vois la tête de Marie. Non, il y en a qui veulent que ça reste comme avant. Mais et personne ne remet en cause l'école et la condition générale des mineurs. Et il y a eu une question, il me semble, tout à l'heure à ce propos justement sur le mouvement écolo. Oui, bah mouvement écolo, les collectifs, qu'est-ce qu'il y a encore tous les mouvements, collapsologie, et personne n'évoque jamais la remise en cause de l'école et la condition des mineurs. Donc ça m'énerve, je le dis. Ça n'énerve que moi. Alors,
Je ne pense pas, je ne pense pas. Je vais peut-être que vous voulez aller un peu plus loin pour expliciter cet énervement. Là, je passe la parole à Marina, peut-être. J'ai pas entendu, moi. Est-ce que, voilà, donc Brigitte vient d'exprimer son énervement, que tout est remis en question, finalement, sauf l'école. Veux-tu rajouter quelque chose à ça? Bah moi, je trouve ça hyper dommage aussi. Alors, bon, je sais pas, j'en suis pas encore à un stade où ça m'énerve, mais en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai eu aussi envie qu'on fasse nos propres écrits pour les diffuser dans des endroits où cette question est pas posée. Parce que moi, je peux très bien comprendre aussi qu'à un moment, je sais pas, on a ces secteurs de pensée, on s'intéresse beaucoup à déconstruire certaines choses, à remettre en cause certaines autres, etc. Et on ne peut pas forcément penser à tout. Parfois, on peut oublier. Oh, tiens, la condition des mineurs, je n'y avais pas songé. Et ben, peut-être que c'est pas mal d'aller semer des petites graines dans d'autres milieux que le nôtre, justement. Et c'est pour ça que je trouvais ça pas mal d'essayer de publier des choses dans Reporter, dans d'autres, dans des milieux qui sont eux aussi militants, mais sur d'autres thèmes, pour que les thèmes se croisent en fait. Oui, justement, nous nous sommes demandé en regardant ce que vous faites, si c'était vous qui êtes allés vers eux ou c'était eux qui étaient venus vers vous. Puisqu'on a vu que vous publiez dans Reporter, dans Lundi Matin, attendez, j'en remute, désolé. Vous publiez dans Reporter, dans Lundi Matin, dans Le Monde libertaire aussi. On se demandait comment, justement, à la lumière de ce que vous venez de dire toutes, comment s'est passée cette relation, comment se passe cette relation? Voilà, c'est vous qui êtes allés vers eux, c'est eux qui sont venus vous chercher. Qui veut Marina? Voilà, je t'enlève mute. Vas-y. Oui, en général, on fait un texte et on propose un journal qui nous plaît, s'ils sont d'accord pour le publier. Et jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Donc voilà, c'est nous qui proposons. Alors justement, ben voilà, merci pour la réponse. Justement, vous parliez d'énervement et j'ai vu en fait qu'en tout cas, Marina, toi, tu es militante auprès du mouvement Enfance Libre. Ouais. Attends, je vais arrêter les autres. Désolée, mais je suis obligée de faire ça pour qu'on s'entende mieux. Voilà, tu es militante auprès de Enfance Libre. Tu t'es engagée dans ce mouvement et d'ailleurs, je vais peut-être le faire passer aussi en dessous. Ça fait un peu beaucoup de choses, mais enfin, on va essayer. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement-là? Alors en fait, c'est un mouvement tout jeune qui a été lancé par Ramin Farangui et Marjorie Bautista et en fait, c'est un mouvement de désobéissance civile qui en gros vise à obtenir l'arrêt des contrôles académiques de l'instruction en famille. Donc moi, c'est quelque chose qui je dis moi, mais c'est à notre famille en général, c'est quelque chose qui nous a pas mal parlé parce que les contrôles, c'est pas une expérience hyper agréable. C'est jamais très agréable d'avoir à rendre des comptes sur sa vie privée. C'est jamais très agréable quand on a fait le choix de pas évaluer nos enfants, de pas les mettre dans un système compétitif qui se retrouve là-dedans. Et puis ça me paraît pas très pertinent que l'éducation nationale vienne juger quelque chose qui ne relève pas de ce qu'elle fait en fait. Donc et puis moi j'aimais bien la façon dont Ramin et Marjorie lançaient le truc. Ça m'a bien plu, ça m'a parlé. On est allé les rencontrer au village de Pourgues. C'était une chouette rencontre. Donc, voilà. Oui. Alors, donc, pour ceux qui nous écoutent, puisque Marina était en train de nous parler des contrôles, je vous renvoie à d'autres Facebook Live qu'on a fait tout au cours de cette série où
on explique assez bien, en fait, les intervenants que l'on a eus ont bien expliqué ce que c'était ces contrôles. Même Rami en a parlé d'ailleurs quand il était là en début de semaine. Et puis on a eu en particulier une rencontre avec Dorian Kosinski qui a écrit un livre à ce sujet-là que vous avez l'air de connaître. Donc je renvoie à regarder ces vidéos d'ailleurs sur notre site pour parler de ces contrôles-là. Voilà. Est-ce que peut-être Marie ou Brigitte, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces contrôles et par rapport à votre support à cette activité militante de désobéissance? Peut-être Brigitte? Moi, je suis pas signataire d'Enfance Libre, mais je suis très sympathisante. Oui. Et je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, vas-y. Et oui, pour moi, en tout cas, ils abordent quelque chose qui est très important pour moi. C'est pas de l'ordre de la revendication, mais c'est important pour moi. C'est qu'à partir du moment où je choisis de ne pas être dans le système de l'école, les enfants ne sont pas des élèves et je ne suis pas un parent d'élèves, alors je ne dépends pas d'une institution qui s'appelle l'éducation nationale. Et pour moi, ce serait vraiment important de réfléchir à séparer l'un de l'autre. Voilà. Je trouve que leur démarche était très intéressante en ce sens-là. Merci. Voilà. Ok. Voilà. Alors maintenant, voilà, parce qu'on parle des écoles alternatives, des alternatives à l'école, mais qu'est-ce que vous diriez à des gens qui vous disent, bon, moi je suis allée à l'école et finalement je m'en suis bien sortie, c'est pas si mal que ça, et puis donc ça ce serait peut-être une première question, et l'autre thème ou l'autre question ce serait, parce que c'est ce que nous ont dit aussi des personnes qui sont engagées dans des écoles alternatives, c'est par rapport à la socialisation, c'est mon Dieu, mon enfant ne va pas rencontrer d'autres enfants. Je suis sûre que Brigitte veut commencer là-dessus. Je te démute. Et puis ensuite, on reviendra peut-être à l'autre avant. Hein, ça m'a jamais fait de mal à l'école. Je te laisse y aller, Brigitte. Oui, attends, alors, comme je suis quand même un peu tendue, du coup, j'ai oublié la première. Il y avait 2 trucs à répondre. J'avais un avis sur les 2, bien sûr. Ah oui, si on me dit oui. qu'on n'est pas mort de l'école, on n'est pas mort d'avoir pris des fessées, des gifles. Il y a plein de femmes tous les jours qui se prennent des gros coups de poing dans la tronche, qui ne sont pas mortes non plus. Donc voilà ce que ça m'inspire. C'est pas parce qu'on n'est pas mort de quelque chose que ça nous a fait du bien et que ça nous a épanouis et que ça nous a apporté précisément ce qui est censé nous apporter les 10 ans enfin maintenant 13, soyons fous, d'instruction obligatoire, c'est-à-dire l'épanouissement personnel, le développement de ses compétences propres. Enfin bon, donc voilà ce que je réponds à ça. Et alors après, du coup, maintenant, j'ai perdu la deuxième. La socialisation. Oh, bon, il y en a qui doivent rigoler, là, qui sont dans le chat. C'est la question, la socialisation. C'est quoi la socialisation? C'est être dans la société. C'est la socialisation. D'abord, faudrait encore une fois qu'on demande à quelqu'un si à ce moment-là, il a envie de fréquenter des gens, de rencontrer des gens. On est toujours ramené à la même chose. Un enfant maintenant n'a plus le droit d'être solitaire, réservé, de prendre son temps pour aller vers l'autre. Là maintenant, à 3 ans, faut qu'il fasse judo, je sais pas quoi, faut le jeter à l'eau parce qu'à 9 ans, faut savoir nager. Enfin, des trucs incroyables. Et un enfant dans sa vie de tous les jours en unschooling, il rencontre plein de monde. Parce que jusqu'à un certain âge, il est comme tous les enfants et il aime bien être avec son parent ou au moins celui qui vit, l'adulte qui vit avec lui. Et donc, alors, un enfant qui va à l'école, il va passer sa journée avec d'autres enfants de son âge et puis des adultes référents. Et puis un enfant qui va pas à l'école, il va rencontrer d'autres gens, le facteur, la caissière du supermarché, les gens au marché, on est trahi sur ce qu'on fait de bien ou moins bien en expliquant qu'on rencontre la caissière du supermarché. Et
enfin, je sais pas, la socialisation, c'est être dans la vie et quand on est quand on va pas à l'école, c'est pas parce qu'on va pas à l'école. Puis quand même, la socialisation par l'enfermement, c'est quand même un drôle de concept, hein. C'est un peu comme si en ce moment on nous disait que le confinement ça aide à socialiser, quoi. Par exemple. Oui, oui. Et d'ailleurs, il me semble que sur votre site, vous parlez de prison par rapport à l'école. De toute façon, pour moi, bah oui, c'est-à-dire que c'est une prison. C'est toujours, si je me mets du point de vue de celui qui est obligé d'y aller. Je l'ai écrit encore là, parce que j'arrête pas de promulguer mes idées. Mettons-nous du point de vue de celui qui subit. Celui qui a envie d'aller à l'école, il n'est pas en prison à l'école puisqu'il a choisi d'y aller, mais à chaque fois qu'il y est contraint, bah, comment ça s'appelle un endroit qui est fermé, on n'a pas le droit de sortir, on doit demander la permission pour tout, même pour des besoins vitaux. C'est quand même bien, ce qui me vient comme image, oui, c'est la prison. Alors, ça choque les gens, mais moi, ça me semble logique. Oui, il y avait même une étude qui démontrait, je pense, que les prisonniers en Angleterre avaient plus de temps dehors que les enfants dans l'école de la République, il me semble. Ça m'étonne pas. Plus de temps. Ça m'étonne pas. Ouais. Et voilà, ok, bon, bien, merci de nous avoir vraiment fait transmettre ta passion par rapport à cette question-là. Oui, c'est pas très construit, c'est juste, je la trouve tellement bizarre, cette question. Oui, ben, oui, mais c'est quand même... mais c'est... On dirait qu'on vit reclus, qu'on vit en dehors du monde, quoi. Enfin, je sais pas, les filles, aidez-moi. Vous pensez quoi? Alors, j'enlève le micro de Marie, justement, les filles, aidez-moi. Donc, Marie, je t'enlève ton micro, si je peux. Ton micro qui ne veut plus se retirer. Voilà, c'est bon, tu peux y aller, Marie. Voilà, oui, c'est bon. Ah, on ne t'entend plus. Ah, merde. Attendez, zut. Là, c'est au niveau de l'application que ça se passe. Marie, on va pouvoir t'entendre maintenant. Ça va, Marie? Oui, je disais que c'était vraiment un mode de socialisation complètement artificiel dans le mouvement contraint. C'est vraiment l'inverse d'une socialisation. Moi, de mon expérience, je vois que les relations que mes enfants tissent avec d'autres personnes, quelles qu'elles soient, c'est sur la longueur, c'est avec du temps de développement de la relation. C'est pas dans une récré, les jours où on décide qu'on doit y aller. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de complètement artificiel. Moi, c'est le premier truc qui m'a choqué quand j'ai réalisé ça avec l'école. C'est à quel point c'est hors du monde, quoi. Et ça contribue à cette invisibilisation des enfants dans cette société. Oui. Et hier, d'ailleurs, c'était hier que nous avions Bernard Collot qui était avec nous et qui parlait de l'école qui est au service de l'État. Et je crois que ce dont vous parlez tous, ce serait en fait l'école au service de l'enfant. Je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça, mais disons que de dire que c'est au service de l'État montre bien que ce n'est pas l'enfant qui est écouté. Ce qui est écouté, c'est ce qui vient de là-haut. Hein. Oui. Oui, là, c'est donc voilà. Ok. Maintenant, je voudrais peut-être passer la parole à peut-être Marina, hein, pour revenir aussi à l'âme, libres apprenants du monde. Dans ce livre apprenant du monde, il y a le mot monde. Alors que vous êtes toutes les trois, il me semble, françaises, mais peut-être que vous voyagez aussi. Alors, vous avez ce choix du monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Non, en fait, je me rends compte. Je sais plus, on a eu d'interminables discussions sur le nom. Ah, d'accord. Je sais qu'on aimait bien l'acronyme LAM parce que ça faisait un peu l'âme, tout ça. Ça faisait aussi lame de fond et ça faisait un peu un truc un peu tranchant, quoi. Et je crois qu'on a un peu cherché ce qui serait bien avec un M à la fin et que du monde, c'était chouette. Ça faisait un peu, on inclut tout le monde, quoi. Mais je sais pas, c'était plus,
Brigitte, tu m'aides, je m'en rappelle plus trop en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un truc très théorique derrière ce monde en fait. Mais Bon, mais déjà, c'est magnifique. Je trouve que ce que tu viens de dire par rapport à l'âme, par rapport à couper aussi, enfin, cette image est magnifique, déjà. Mais justement, peut-être que tu pourrais nous parler, parce que quand on t'a demandé quelles sont les références, de quoi veux-tu parler, tu nous as dit il y a un film qu'on adore, qui est ce film qui s'appelle Unschooling the World. Schooling the World. Ou Schooling the World, oui, puisque ce n'est pas par rapport. Quoique, l'un peut mener à l'autre. Hein. Donc, éduquer le monde. Peut-être que tu pourrais nous en parler. Alors, c'est un documentaire de Carol Black qui est formidable, je trouve, parce qu'il montre, à ma connaissance, c'est le seul qui montre comment l'éducation est l'outil des politiques de colonisation du monde. On parle parfois de soft power, voilà, comment les pays occidentaux colonisent l'imaginaire et la culture du monde entier en diffusant la télévision et tout ça. Mais il faut pas oublier que les pays occidentaux imposent le modèle scolaire partout dans le monde et que ça détruit des cultures, en fait, ça détruit des modes de vie. Et ça ne permet plus aux gens de vivre en autonomie dans leur propre pays. Je crois que c'est vraiment ça que le film montre, en fait, il me semble. Comment quelques pays ont envie d'imposer un même modèle tout autour de la planète pour asservir des générations nouvelles à un système politique, économique et financier qui les coupe de toute leur autonomie, en fait. Alors, le film, il se passe au Ladakh, en Inde, un état d'Inde qui est dans les montagnes de l'Himalaya, magnifique et tout, où les gens ont mis des générations à peaufiner un style de vie qui leur permet de vivre dans un environnement hyper difficile, et comment l'école, en une génération, fait oublier à tout le monde leur façon de vivre, en fait. Et les enfants qui deviennent des jeunes, des adultes, etc., ils deviennent juste soumis à un autre modèle et c'est juste très très bien détricoté, vraiment. Ça mêle tout en fait, l'ethnologie, la sociologie, l'économie, la politique. C'est un chouette film. Et ça démontre bien aussi un article que vous avez mis sur l'âme, justement, où vous avez mis en gros une citation d'Yves Bonnardel, où vous dites le parent est devenu le contremaître personnalisé de l'État dans l'entreprise nationale d'éducation de jeunes humains. Là, c'est quelque chose qui s'applique à la France, mais là, dans ce film-là, c'est l'entreprise internationale d'éducation des jeunes humains. Oui, c'est vrai que là, c'était plus. Alors, le film Schooling the World, vraiment, ce qui est chouette, c'est qu'il élargit beaucoup la vision par rapport aux effets de l'école et que c'est un traitement très international, ouais. Et mais la petite citation là, c'était vraiment sur autre chose. C'est ce qui m'a fait penser à ça. C'était plus cette histoire de continuité pédagogique dont on est en train d'assommer les familles. Même vous, ah ouais, mais je vois tellement de gens qui galèrent et qui se retrouvent à devoir fliquer leurs enfants, à devoir les contraindre tous les jours pour faire leurs heures de devoir, etc. Alors qu'en fait, on vit un moment complètement exceptionnel, quelque part, qu'on devrait pouvoir en profiter pour faire d'autres choses aux enfants, qu'on pourrait pouvoir en profiter pour vivre d'autres choses avec eux, plutôt que juste se faire surveiller pour voir si on surveille bien nos enfants, en fait. Tout à fait. Je trouve ça dingue. Et toutes ces familles qui sont hyper stressées par ce contrôle de l'État pour vérifier juste qu'elles-mêmes contrôlent bien les jeunes, c'est quand même... Ça donne le vertige. C'est violent. Oui, c'est très violent. Mais justement, vous le ressentez très fort. J'ai l'impression que vous le ressentez dans vos tripes, là, cette histoire de continuité pédagogique, alors que vous-même, vous n'y êtes pas vraiment confronté. Non,
mais c'est l'histoire des lunettes dont on parlait au début, en fait. Une fois qu'on a chaussé ces lunettes, je crois que c'est vraiment difficile de rester de marbre devant ce genre de truc, quoi. C'est complètement aberrant, en fait. Oui, et puis les contrôles aussi dont on a parlé, quoi. Aussi. Alors, je vois que Marie veut nous dire quelque chose. Donc, Marie, j'enlève ton micro. Voilà, je remets plutôt ton micro. Voilà. Voilà. Si vous voulez, j'ai vu tes lèvres bouger et intervenir. Ah ouais, je suis désolée, c'est un peu dur, mais je veux dire, moi, en ce moment, ça me renvoie vraiment à une très grande souffrance des humains en général dans ces sociétés pour avoir si peur des enfants et ce besoin si grand de perpétuer un contrôle comme ça, d'accepter un contrôle de l'État, de le perpétuer sur les enfants. Pour moi, là, en ce moment, c'est quelque chose d'extrêmement fort, quoi, ce qui se passe à ce niveau-là. Oui. Et ici, on a un commentaire d'ailleurs. Attendez, voilà. Ils vont encore bien dire que les parents mettaient la pression, ce n'était jamais la faute de l'école. Voilà, attends, Marie, voilà, je te cache un peu. Voilà, on a eu un commentaire là-dessus. Attendez, hop. Hop. Et voilà. Voilà. Donc oui, il y a une pression. Il y a aussi un commentaire qui dit que il y a un ado apparemment qui se serait suicidé il y a quelques jours aussi, ce qui est triste. Oui, vous disiez que cette continuité pédagogique, vous la ressentiez parce que aussi vous avez encore, vous avez été éduqués. Je suppose que toutes les trois vous êtes allées à l'école. Mais oui. Oui. Longtemps. Longtemps? Oui, moi aussi. Trop longtemps? Trop longtemps. Comment vous le vivez par rapport à vos enfants qui eux, ne sont pas à l'école? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir raté des choses? J'ai vu il y a tous ces commentaires que vous mettez aussi. Il y a même un joli documentaire sur un de vos chapitres, dedans qui parle des voix hors école. Ah, oui. Oui? Tu veux peut-être nous en parler, Brigitte? C'est bon là, on m'entend ou pas? On t'entend très bien. D'accord. Je suis touchée par ce film parce que franchement, ma fille est témoigne dedans et c'est une amie à elle, Nonsco, qui l'a conçu. Qu'est-ce que on parlait de quoi? On parlait de la continuité. On parlait de la continuité pédagogique. C'était quoi la question par rapport au film du coup? Mais c'est surtout que vous montrez, on est parti du fait que toutes les trois vous êtes allées à l'école. Vous êtes allées à l'école, il y a eu le choix finalement que vous. Oui, c'est vrai. Voilà. On y va? Alors, qu'est-ce qui m'aurait manqué? Qu'est-ce qui manquerait à quelqu'un qui va pas à l'école? Ben, j'ai envie de dire, si mon enfant qui ne va pas à l'école et qui l'a demandé, et puis ceux après qui l'ont pas demandé, mais qui n'ont pas demandé non plus à aller à l'école parce que finalement ils avaient envie de continuer à interagir avec leurs frères et sœurs et dans la joie, la bonne humeur et le maximum de liberté. Si ils me disent à un moment, oui, mais si j'étais allé à l'école, je saurais ça, je saurais ça, je saurais ça. Je vais dire bon on s'y met, ce qu'on apprend, on va dire de la maternelle à la seconde, je sais pas, il me semble que Holt avait dit qu'il fallait, Willich avait dit qu'il fallait entre 6 mois et 1 an pour récupérer ce niveau-là quand on est motivé, que c'est ce qu'on veut faire. Par contre, si j'oblige mon enfant à aller à l'école alors qu'il n'a pas envie d'y aller et que il me le reproche après, je ne pourrais pas lui rendre son enfance et la liberté dans son enfance. D'autre part,
Admettons que mon enfant soit vraiment remonté contre moi parce que un jour, il se retrouve dans une sphère de personnes ou d'influence qui arrive à le convaincre qu'il a vraiment perdu énormément en n'allant pas à l'école. Oui, certes, mais si je l'avais envoyé à l'école, comment savoir qu'il me reprocherait pas de l'y avoir envoyé? C'est un truc sans solution. Alors, est-ce que moi, en allant à l'école, j'ai perdu quelque chose? Des heures de lecture, puisqu'en dehors de l'école, je faisais que ça, lire, moi. Donc, si j'étais pas allée à l'école, j'aurais lu encore plus. Ceci dit, j'ai trouvé que l'école, quand j'y étais finalement moins contraignante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors peut-être j'ai été à la bonne période parce que avant elle a été assez violente aussi, hein, les coups de règle, les machins, enfin c'était quand même assez hard. Mais moi j'ai été dans une période où finalement, bon, il se trouve que j'étais bonne élève. Quand on avait fini son travail entre guillemets, on était assez libre. Moi je me revois très bien quand on avait un devoir à faire et que je l'avais fini, aller le rendre, et je me revois aller me prendre un livre à l'étagère au fond de la classe et avoir le droit de finir le temps que les autres finissent leur devoir à faire une activité libre. Ça n'existe plus. Quand on a fini son travail à l'école, ils vont vous en trouver un autre. Il y aura pas d'espace pour soi, quoi. C'est on parle beaucoup du travail des enfants, mais moi, je suis très interpellée par la pression qui est mise actuellement sur les enfants, qu'ils soient tout le temps occupés, toujours en activité, qu'ils aient un travail enchaîne un autre, et quand même tout ça sans salaire. Hein. Et après, on dit que le travail est interdit. Bof, bof. Hein. Je sais pas si je me suis pas éloignée. Hein. Je suis un peu dans la digression, moi, facilement. Non, c'était super. Et justement, je vois que Marina veut intervenir, donc je t'enlève ton micro. Ça, comme à l'école. Oui, c'est bon, Marina, oui. Ouais. C'était pour rebondir sur ce que disait Brigitte. En fait, est-ce que l'école, ça peut manquer à quelqu'un plus tard? En fait, ça, se poser cette question-là, c'est aussi parce qu'on est encore dans le mythe que l'école, quand on y va, on peut devenir tout ce qu'on veut. Mais c'est pas vrai, en fait. L'école, et particulièrement en France, elle reproduit les inégalités sociales. Elle les accentue même. Il y a même une commission du ministère de l'Éducation nationale d'il y a, je sais pas, 1 ou 2 ou 3 ans, qui a pondu un rapport sur ce thème-là précisément. Comment l'école aggrave les inégalités sociales et ethniques en France, aujourd'hui. Donc, l'école, c'est complètement c'est vraiment faire un acte de foi en une institution que de penser que l'école va nous tirer d'où on est et nous permettre de devenir tout ce qu'on veut. Alors, il y a des gens pour qui ça marche, bien sûr. Il y a des gens qui, grâce à l'école, accèdent à des choses ou à d'autres, mais c'est pas la généralité, loin de là. C'est des cas exceptionnels et tant mieux pour eux, mais c'est pas du tout une généralité. L'école, elle permet pas à tout le monde de devenir tout. C'est pas vrai. Sociologiquement, c'est même pas vrai, en fait. Oui. Et on a reçu Thierry Pardo qui parlait de l'école en tant que religion aussi, donc qui a écrit un livre qui s'appelle Au nom du pire. Et puis je voudrais juste citer une petite phrase que j'ai adorée dans ce petit film là, Des voix hors école, où il y a une des jeunes filles qui dit un cours d'histoire, ça se rattrape, une vie, ça ne se rattrape pas. Donc, par rapport à ce que tu disais sur la lecture tout à l'heure, Brigitte, je vais passer la parole à Marie, dont j'ai vu la bouche s'ouvrir. Voilà, Marie, à toi. Non, je voulais dire qu'en fait, peu importe que ça soit quelques personnes et tout, c'est pourquoi est-ce que l'école a été imaginée, pourquoi est-ce qu'elle a été créée, qu'est-ce qu'elle sert, et même si elle aide quelques personnes, dont moi d'ailleurs, hein, à accéder à des choses dans la vie très intéressantes, mais en fait, si c'est le seul possible, si c'est vraiment un vrai problème sociétal, si c'est le seul possible, en fait. Alors, quelle société on choisit d'avoir, comment on choisit en tant qu'espèce aussi d'accompagner nos jeunes, quoi. Enfin, si on leur donne qu'une possibilité, qu'un choix qui sert en plus à un système très oppressif. Oui.
Voilà, Marie, je crois qu'on a saisi l'essentiel de ce que tu voulais dire par rapport à ce choix extrêmement restreint. C'était bien ça. Bon, je résume en vraiment très très peu de mots. à peu près. Oui, malheureusement. Mais tout à l'heure aussi, je voudrais revenir à Brigitte parce que tu parlais de l'école avant, de l'école maintenant et du fait que tu as l'impression qu'avant, on était quand même beaucoup plus libre et que ça se restreint de plus en plus. Hein. Et donc, peut-être que ça nous donne l'occasion de vous demander de parler un peu sur cette loi qui s'appelle École de la confiance, donc qui est un mot extrêmement politiquement, enfin des termes extrêmement politiquement corrects, mais qui restreignent encore plus. Qu'est-ce que, bon, je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pouvez vous exprimer à ce sujet-là? Enfin, je me doute de ce que vous pensez. Est-ce que vous pouvez vous exprimer à ce sujet-là? Brigitte? Oui? Allez, on y va. Alors, déjà, le nom de la loi, je le trouve absolument typique de la novlangue, c'est-à-dire qu'il dit exactement le contraire de ce qu'il est. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Anne-Claire là dans les commentaires. Coucou Anne-Claire, elle aime bien la novlangue. Et franchement, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots dans l'émission, mais moi, ce que ça m'inspire, c'est quand même tu peux y aller. Gros foutage de gueule. Hein. Ouais, c'est d'abord, je suis choquée qu'on on oblige des bébés à s'instruire. Et je suis encore plus choquée, je crois, de la passivité des parents, tous confondus. La loi, elle était pas du tout passée. Des mois avant, là, il y avait même pas non, on le fera pas, non, on refusera. Non, là, c'était alors quand est-ce qu'il faut qu'on déclare nos bébés, quoi, alors que la loi n'était pas passée. Et bon, l'école de la confiance, il y a quoi comme confiance à qui? Hein, on dirait, c'est le serpent dans Mowgli, là, et confiance. Faut qu'on croie en Monsieur Blanquer, je vais quand même dire monsieur, et lui, il croit en nous. Lui, il croit en l'enfant, il croit en l'humain, il croit en quelque chose, lui, qui est en rapport avec l'humain. Il a demandé l'avis à qui? Il demande l'avis à qui, ces gens-là? Pas aux parents, pas aux enseignants, parce qu'il y avait des enseignants qui n'étaient pas vraiment ravis de la loi Blanquer, parce que la loi Blanquer, c'est beaucoup de choses. Hein. Donc, tous les acteurs qui sont normalement impliqués dans ce genre de loi, aucun n'est les mots m'échappent là, n'est consulté, voilà, n'est consulté. Et donc à partir de ce moment-là, une relation de confiance, c'est quand même entre deux personnes. C'est pas une relation de confiance. Il a une relation de confiance avec lui-même, donc. Il a confiance que ce qu'il propose, on peut avoir confiance dedans. Donc, en gros, voilà ce que m'inspire la loi Blanquer. En plus, il y a plein de trucs dans la loi Blanquer. Il y a plein de trucs planqués, que ça concerne l'instruction en famille, il y a plein des petits bouts de phrases, des petites virgules, des petits machins qui font que ça change énormément de choses pour plein de gens. Par exemple, est-ce que tu as des exemples? Parce que manifestement, tu l'as bien regardé. Est-ce que tu as des exemples justement de ces petites choses cachées? Bon, alors il y a des choses moins cachées, hein, comme par exemple le droit de faire des contrôles inopinés. Non, mais on est dans quel monde, hein? Et qu'on peut venir. Et l'autre jour, j'ai même lu que si on ouvrait en pyjama, on pourrait pas dire non, je vous reçois pas en pyjama. Non, mais j'hallucine, et en culotte aussi, non, l'inspecteur de l'éducation nationale. Et il y a des petites choses comme par exemple, avant, souvent les parents
refusaient une date de contrôle. Ils refusaient pas le contrôle, mais ils demandaient un changement de date, par exemple, parce qu'ils avaient envie que leur compagnon puisse, ou leur compagne d'ailleurs, puisse assister aussi au contrôle. Et que cette personne, ce jour-là, elle pouvait pas se libérer. Là, il y a une petite phrase qui a rajouté que, en fait, un seul des responsables légaux suffit. Ça veut dire que maintenant, plus tard, là, ils sont coincés, de toute façon, ils peuvent pas contrôler. Donc, quand une personne dira oui, non, mais moi, je veux que mon mari soit là, ou je veux que mon épouse soit là, ou je veux, enfin, bon, on s'en fout. Oh ben non, c'est pas la peine. Et ça fera quoi? Ça fera que ce sera plus accepté comme motif de report de contrôle. Et on sait très bien que souvent les gens, ils ont envie d'être au moins deux parce qu'il faut bien ça pour résister à la plupart du temps comment ils se comportent avec ce qui n'est pas leur système. Et voilà ce que je pense de la loi Blanquer sans accaparer la parole. Et des petites choses, ben c'est difficile hein, là, tu as posé la question, vous avez répondu, c'est difficile de les avoir toutes qui reviennent en tête, mais il y a eu plein de choses modifiées, et il y a eu plein de choses modifiées pour tout le monde, que ce soit pour les examens, donc pour les bacheliers, là, qui se sont retrouvés avec des modalités nouvelles. Enfin, on a vu cette année, c'est quand même le summum, hein, parce que faut pas oublier qu'avant le confinement, il y a eu des gros mouvements de rébellion des lycéens contre les nouvelles modalités du bac, qui ont été réprimés d'une manière, mais franchement, liberté, égalité, fraternité, là, actuellement, en France, je voudrais quand même pas exagérer, mais bon, c'est pas tout à fait ça, hein. Donc, il y a plein de gens qui sont pas contents, mais il y a une difficulté quand même, parce que finalement, si personne n'est d'accord avec Blanquer, là, c'est facile de tout le monde dire, bah non. Nous, parents, on n'enverra pas nos enfants à l'école si ça se passe comme ça. Nous, on acceptera, parents qui mettons pas nos enfants à l'école, on n'acceptera pas des contrôles comme ça. Nous, on refuse de mettre nos enfants à 3 ans à l'école ou de les inscrire à 3 ans. Quel autre pays dans le monde le fait et tout, parce que les pays où on va à 4 ans, on est plutôt en jardin d'enfants, on est dans le jeu et tout. Là, lui, c'est on va à l'école, on va s'inscrire à 3 ans, plus le droit de quasiment de pas y aller l'après-midi, alors que normalement l'après-midi il y a que la sieste. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment très très lourd, et que les enseignants s'y se plaignent aussi. Ben, quand même, si on dit tous merde, ça doit pouvoir donner quelque chose, non? Alors disons tous merde. J'invite. Tous ensemble. Je vais enlever tous les micros pour que vous puissiez le dire. Tous ensemble. Oui. Est-ce que c'est vraiment peut-être enlever, remettre peut-être Marina. Est-ce que c'est vraiment un abus de la part de l'État, et puis même par rapport à ce que vous vivez dans vos familles, ce que vous voyez autour de vous, dans les autres familles non scolarisées, est-ce que vous voyez sur des films comme celui que vous avez préconisé, qui s'appelle Schooling the World, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un abus de ce que l'État peut faire sur un autre être humain? Marina, peut-être. Je garde Brigitte, Marie, je te garde un peu encore mutée. Je laisse pour que Marina ait bien le micro. Oui, je voulais juste finir, si c'est OK, sur l'école de la confiance. Moi, il y a quand même un truc que j'ai vachement en travers, c'est la teneur des débats avant la loi, quand même. Parce que moi, je me le suis farci, les heures de débat parlementaire, les heures de débat en commission, etc. Je les ai matées sur Internet. C'était vraiment scandaleux. Vraiment, mais vraiment, parce que en gros, toute la teneur des débats, c'était l'instruction en famille, ce sont des familles radicalisées, c'est-à-dire des terroristes musulmans en puissance, et il faut empêcher que ça se développe en France. Enfin, c'était un espèce d'amalgame horrible. C'était raciste à souhait. Enfin, c'était hyper moche, quoi. Et en fait, la loi École de la confiance, toutes les discussions qui ont eu lieu concernant l'instruction en famille autour de cette loi-là, c'était ça le thème en permanence. Voilà. Et moi, je trouve que fonder un débat sur un sujet aussi important que l'éducation et l'instruction
uniquement sur ce genre de peur fantasmée et hyper excluante et clivante dans une société, c'est vraiment, moi je trouve ça hyper scandaleux. Ça m'a vachement révoltée parce que déjà, enfin, quelle est la réalité de cette chose, quoi? Il y en a aucune. Il y a aucune réalité à ce genre de propos. Et en plus, c'est au-delà de tout ce qui peut être fait. Enfin, je veux dire, quand on dérape comme ça, on peut dire n'importe quoi. Enfin, la parole qu'on a n'a plus aucune valeur. Je veux dire, allez, disons n'importe quoi alors pour faire passer des lois. Enfin, c'était complètement aberrant, quoi. Vraiment. Moi, ça, l'école de la confiance, je l'ai hyper en travers d'abord pour ça. Parce que les thèmes de discussion ont été complètement dévoyés. On n'a pas une seule fois parlé des enfants, pas une seule fois parlé d'instruction, pas une seule fois parlé de qu'est-ce qu'on met dans nos programmes et comment on forme les gens qui vont passer leur temps avec les jeunes personnes et tout ça. Non. Par contre, on a parlé de l'islam, du voile et des trucs comme ça. Non, c'est insupportable. Insupportable. Et là, vraiment, les représentants de l'État ont dérapé et ils continuent, hein, mais vraiment. Non, mais je trouve que c'est vraiment, c'est hyper toxique pour une société de faire des choses comme ça. Et c'est complètement irresponsable en plus, hein, pour des gens qui sont censés être des responsables politiques, hein, c'est complètement irresponsable. Ouais. Oui, on a un petit commentaire de votre copine Caroline, je crois, qui dit que parfois c'est fatigant d'expliquer à des gens trop formatés. Bon, certes, c'est fatigant, mais avoir la passion que tu mets à en parler, c'est vital. Ben, après, je sais pas, moi, il y a quelques années, j'étais hyper formatée aussi, vraiment. Et puis, il y a eu des gens qui ont eu la patience de me parler alors que j'étais hyper formatée, qui ont eu juste l'authenticité de se montrer tels qu'ils étaient quand ils vivaient des choses vraiment que moi, je ne soupçonnais pas possible. Et je trouve que c'est quand même important, les rencontres et les échanges et tout. Enfin, je sais pas, moi, j'ai vachement évolué sur toutes ces questions-là en quelques années. Donc, je continue à me dire que tout le monde peut encore avoir l'information, échanger d'avis et s'ouvrir. Et c'est un peu ça le truc, en fait. Enfin, je sais pas, moi, j'ai envie de changer le monde, en fait. Donc, si on parle pas aux gens, ça va être compliqué. Oui. Tout à fait, et puis c'est possible, et puis vous vous inspirez de vos enfants aussi, de la manière dont vous les voyez grandir, je pense, et parce que eux, ils ne sont pas formatés comme vous l'avez été formaté, puisque vous avez été à l'école. Donc, en quoi une plateforme comme celle que vous avez mise en place, cette plateforme de connaissances comme celle que vous avez mise en place, et vous aviez dit, c'est un peu politique, un peu libertaire, un peu anarchique. En quoi ça peut aider à créer ce dialogue et changer le monde, comme vous dites. Alors, peut-être que là, on va essayer de repasser la parole à Marie. Peut-être aussi qu'il réagissait aussi aux propos de chacune. C'est possible, Marie, ça te va? Ouais. J'entends vraiment super mal. Je suis super désolée. D'accord. Ok. Du coup, ouais, je vais continuer à plus soyer mes copines, mais je ne peux pas vraiment parler, je crois. D'accord. Tu supportes. Tu nous supportes. Ok, voilà. Donc voilà, je passe le micro donc à Brigitte et Marina. Voilà donc en quoi justement, comme si on bouclait la boucle, l'avenir de l'âme, avec tout ce que vous nous avez expliqué sur l'intention que vous avez mis derrière, en quoi ça peut peut-être faciliter ce dialogue et même changer le monde. Allons-y. Oh, je sais pas. Bah, moi, je me dis qu'en fait, il faut juste, avoir des informations parfois pour avoir envie de changer soi, de changer sa vie, de changer le monde autour de nous et que moi, j'ai vraiment hyper envie de diffuser et après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre et en fait ce qu'il veut et puis il laisse le reste. Mais en fait, je suis tellement reconnaissante à quelques personnes de m'avoir ouvert des portes dans des domaines de réflexion que j'avais pas du tout. Et Marie en fait partie d'ailleurs, vraiment.
Et, je suis tellement reconnaissante de ça, et je me dis, en fait, il manque parfois que ça, en fait. Juste de l'information et puis quelqu'un qui me montre que c'est possible. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai un peu envie de sortir du bois, quoi. C'est vachement plus confortable quand on fait des choix de vie qui sont hors normes. C'est vachement plus confortable de rester un petit peu dans notre petit coin, de pas trop faire parler de soi, pas faire trop de vagues, on est plus tranquille et tout. Mais là, on est, enfin, je sais pas, c'est très personnel, hein, c'est pas une voix générale que j'exprime, mais là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à un moment hyper charnière dans le monde en général et que Macron, il disait l'autre jour, on est en guerre, on est en guerre. Ouais, on est vraiment en guerre, on est en guerre sociale, on est en guerre idéologique, on est en guerre économique. Et moi, j'ai pas envie que ça soit nous qui la perdions, en fait. Moi, je veux un autre monde pour mes enfants. Moi, je veux un monde qui soit pas régi par quelques-uns pour leur profit. Enfin, non. Et si on diffuse pas l'information, si on partage pas nos points de vue, si on montre pas que d'autres façons de vivre sont possibles, bah, on va rester 15 dans notre coin à dire oh là là, le monde est mauvais. Mais non, allons-y, montrons-nous quoi. Montrons-nous. En plus, on verra qu'on est nombreux. On va pouvoir se compter un petit peu et puis on verra que si on fait chacun notre part du truc, à mon avis, comme disait Brigitte tout à l'heure, peut-être que si on dit merde un bon coup tous ensemble, ça pourrait fonctionner quand même. Oui, des gros colibris, un gros merde et tout. Alors, je vois que Marie voulait essayer de dire quelque chose. Vas-y, Marie, on va essayer. Hein. Oui, je voulais. Tu peux parler. C'était vraiment. C'est de. Ouais. Vous n'entendez pas encore ça. Non. Non. Je suis désolée, Marie. Là, on a vraiment du mal à t'entendre. On voit que tu veux dire quelque chose et que c'est important, mais on n'arrive pas à t'entendre. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Mais peut-être je vais partir du coup. Je sais pas. Écoute, quand j'enlève ton micro, on te voit bien quand même. Donc, on voit tes réactions et tu es quand même avec nous. Alors, si ça te va, hein, c'est très frustrant pour nous aussi. Hein, on te laisse quand même sans micro, comme ça, tu vois aussi Brigitte et Marina, à qui je voulais poser la question un peu. Voilà, tu disais, montrons-nous, hein, montrons-nous. On est sorti du moment où on vivait caché pour être heureux. Montrons-nous. Et donc, bien sûr, comment vous voyez l'avenir de la lame de fond qui va tout soulever, qui va tout bouger. C'est ça. Et ben voilà, oui. On la voit tout bousculer et emmener la merde. Ça doit être de ma génération, merde. Il y a des moments où on fait cacher, il y a des moments surtout où on pense que on est tellement peu à penser ça que ça sert à rien. Et puis non, peut-être que ça sert pas à rien parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et puis, au bout d'un moment, comme là, ça fait un petit collectif. Et puis, un petit collectif qui va toucher encore 1 plus 1, puis peut-être qu'il va toucher un autre petit collectif. Et puis, peut-être que ça va toucher un plus gros collectif. On sent bien qu'il faudrait arriver à une certaine convergence des luttes. Et au début, on s'est beaucoup posé de questions, il me semble, sur cette histoire de convergence des luttes. Comment faire? Puis là, j'ai l'impression qu'on est plus dans faisons. Chacun fait. Marina, elle écrit ses articles, elle fait ça. Moi, je passe un temps sur Facebook. Un jour, je vais faire une overdose à redire non, mais non, mais le unschooling c'est pas ça, le unschooling et ça c'est agiste et ça c'est. Alors je me fais pas que des amis, mais c'est pas grave. Mais je pense que oui, c'est le truc du colibri, quoi. C'est chaque petite et puis s'autoriser la valeur qu'on a parce qu'on est un être humain et que si on est là, on est une partie de l'univers irremplaçable
pas indispensable, l'univers il continuera, sinon on disparaît, mais irremplaçable, unique, avec des compétences uniques, et que flûte quoi, on a le droit, c'est pour ça qu'on est là, pour chercher c'est quoi notre contribution, c'est quand qu'on est bien, c'est quand qu'on aime ce qu'on fait, et comme dit Marina, de sortir de cette dictature du pognon, de la compétition, de la prise de pouvoir sur l'autre, de non mais moi c'est moi qui ai raison, toi non, voilà. Bon, je peux être très enflammée. Hein. Dans Schooling the World, moi j'ai été très marquée par un moment il a dit, on est passé de la sagesse au savoir, puis du savoir à l'information, et l'information c'est extrêmement parcellaire. Et moi, ça m'a fait comme une prise de conscience, j'en ai comme ça, enfin, voilà. J'ai dit, mais c'est ça. Et on est avec des informations parcellaires, donc on n'a pas de vision globale. On essaye d'accrocher les morceaux les uns avec les autres. Et ça fait quoi, ça? Ça fait qu'on est tout le temps dans le mental. Et qu'au lieu que notre cerveau, il soit au service de ce qu'on a envie d'être, et de créer, on se retrouve esclave de notre mental à essayer de comprendre ce qu'il faut comprendre, comment ça marche, etc. Si on pouvait sortir de ça, ce serait bien. Oui. Le grand blanc. Et vous parlez aussi, alors là j'ai mis non, je vois que Marina va intervenir et je vais enlever son micro aussi. Donc j'ai mis le titre de ce film que vous trouverez très facilement sur internet, et il y a même quelque chose qui permet de mettre les sous-titres qu'on veut dedans. Donc vous tapez juste Schooling the World et vous verrez, c'est un film magnifique. Je trouve ça très rigolo qu'il arrive en bandeau de la bouche de Marie, parce que c'est non, mais c'est exactement le propos de tout ce qu'on vient de faire, quoi. Schooling the World nous met un bâillon. Ça met un bâillon sur la bouche, en fait. Alors, je l'enlève tout de suite, Marie. Hein, j'enlève le bâillon. Voilà. Et je vais laisser la parole peut-être à Marina aussi, parce que tu parlais aussi de mauvaises herbes dans l'article par lequel on a commencé, l'article d'un reporter. Tu parlais de mauvaises herbes, tu parlais de biodiversité humaine aussi. Oui. Oui, moi, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme, par exemple, l'accouchement à domicile. Voilà, il y a des femmes qui veulent pouvoir accoucher chez elles en étant accompagnées par une sage-femme. Il y en a qui ont envie d'aller à la maternité, il y en a qui ont envie de faire, je sais pas comment. Eh ben, qu'on donne le choix aux gens, en fait. Qu'on leur laisse la possibilité de faire. Et pour accompagner des jeunes personnes, eh ben, c'est pareil, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'école, et peut-être qu'il y en a qui en ont pas envie. Peut-être qu'il y en a qui ont envie d'école alternative ou je ne sais quoi. Laissons les choses possibles, en fait. Juste laissons les choses possibles. Et juste pour revenir sur un truc, parce que je voudrais pas être mal comprise. Tout à l'heure, quand je disais soyons 1 + 1, etc., je crois très fort en la prise de conscience individuelle et à l'action individuelle, etc. Mais pour autant, je suis aussi intimement persuadée que faire le petit colibri, c'est insuffisant. C'est nécessaire, mais insuffisant. Donc, on va devoir s'y coller. On doit faire les petits colibris, mais il faut qu'on garde aussi en tête que c'est pas suffisant, parce que un petit colibri, ça traite pas une grosse structure institutionnelle tout seul. Alors, j'ai pas encore trouvé comment on pouvait démanteler la structure institutionnelle, mais va falloir aussi qu'on s'y colle collectivement, par contre. Merci, je crois qu'on va merci sur ça. Donc c'est un appel un peu à tout le monde, à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui vont aussi nous réécouter, j'espère, puisque toutes ces vidéos sont disponibles sur le forum de l'enfance libre, donc en replay sur Facebook, et puis bientôt aussi un peu retravaillé sur d'autres plateformes aussi. N'hésitez pas non plus
plus à mettre des likes et tout ça si vous avez aimé, puisque ça va nous permettre à contribuer à ce que tu dis, Marina, c'est-à-dire de rassembler de plus en plus de monde et puis de trouver une solution plus constitutionnelle, comme tu dis, au-delà des petits et des gros colibris. Donc, merci beaucoup à toutes les trois. Merci Marie, Brigitte, Marina, d'être venues et de nous avoir parlé de tout ce que vous faites. Je voudrais remercier toute l'équipe derrière qui a vraiment encouragé avec les petits problèmes techniques qu'on avait. Donc, Manuel, Emmanuel aussi, qui vous connaît bien et qui m'a beaucoup aidé. Ophélie, Elodie, Jean-Guillaume et Oriane, qui sont tous derrière. D'ailleurs, toutes les trois, vous restez un peu avec nous, d'ailleurs, après. Et puis, je voudrais annoncer le programme pour les jours qui viennent. Donc, demain, 18h30, à chaque fois, il y aura Bernard Stern, surtout autour de son film Karabakh. Lundi, nous avons Jean-Pierre Thielland de OVO, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Mardi, nous aurons Marie-Chantal de Lehel d'Afrou, qui est une ancienne institutrice et qui travaille actuellement en centre de loisirs. Mercredi, nous avons Yves Bonardel qui sera là, à votre place. Jeudi, Daniel Delanoë, vendredi, Edwige Antier, et puis ensuite, nous avons Jean-Pierre Lépris, Cécile Priou et Olivier Morel pour terminer la série. Donc, j'espère que vous serez avec nous et que vous appréciez tous ces lives. Je voudrais aussi vous dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de commentaires qui défilaient. Je ne sais pas si vous voyez mes yeux qui allaient toujours à droite, regarder un peu les commentaires. J'ai pas pu tous les faire passer. Mais sachez que Brigitte, Marina et Marie auront la possibilité de revenir et de répondre ou de commenter par rapport à ces commentaires. Donc, cela va aussi apparaître sur Facebook. Voilà. Au revoir tout le monde. Oui, il y a donc Ophélie aussi me dit que sur l'événement, vous avez le lien directement sur le film Schooling the World. Donc, c'est encore plus facile parce que pour moi, ça aurait été un peu difficile de faire apparaître à l'écran. Voilà, merci à tout le monde et puis à demain, à bientôt. Merci à toutes les trois.